Le matin du 23e septembre 1943 annonçait sur la vallée de la Loire avec un calme inquiétant. Le brouillard flottait bas sur les champs ondulantes, adoucissant les restes squelettiques des usines que les occupants allemands croyaient en avoir rendues impotentes par les railleries alliés. Depuis son point dévoué sur une colline à l'extérieur de Nantes, l'Oberstleutnant Friedrich Keller, officier technique de la Luftwaffe, chargé d'évaluer l'impact des bombardements stratégiques sur l'infrastructure aéronautique française, observait à la jumelle ce qui restait des anciennes usines Bloch et Loire. Selon le renseignement allemand, des années d'occupation combinées à des bombardements ciblés alliés auraient dû paralyser les lignées de production. Keller s'attendait à trouver des ruines, des coquilles vides d'ateliers où une activité industrielle autrefois florissante sous la Troisième République française s'était déroulée. À la place, ce qu'il voyait le fit hésiter. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touchait, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. De la fumée s'élevait paresseusement des hautes cheminées et le grondement sourd des moteurs résonnait dans le complexe. Des ouvriers, principalement des femmes et des hommes pressés au travail sous le régime de Vichy, se déplaçaient avec précision, opérant presses, tours et gabarits d'assemblage. Et puis, à travers une étroite ouverture dans le brouillard, le premier fusillard sortit des portes du hangar, suivi presque immédiatement par un autre, puis un autre encore. Les doigts de Keller se crispèrent sur ses jumelles. L'ampleur de la production défiait tous les calculs établis par le haut commandement allemand. En une seule matinée, il compta plus de 30 cellules d'avions quittant le soldat, l'usine, prêtes pour les chaînes d'assemblage, les ateliers de peinture et la mise en service éventuelle. À midi, les estimations suggéraient que plus de 800 avions sortiraient cette semaine, un chiffre rendant toutes les évaluations précédentes de la Luftwaffe ridiculement insuffisantes. Les Allemands, croyant que leur rasereau aurait réduit la production aéronautique française à presque zéro, ils avaient eu tort. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur de calcul, il faut d'abord considérer le contexte plus large de la France occupée en 1943. La Wehrmacht avait sécurisé le nord de la France en juin 1940, à la suite d'une campagne éclair, qui avait anéanti l'armée de campagne française et forcé la signature de l'armistice à Compiègne. Les planificateurs allemands se posaient qu'en s'emparant de centres industriels tels que Nantes, Saint-Nazaire et Bordeaux, ils pourraient absorber la production dans leurs propres machines de guerre toutes, en privant les alliés de ressources. Les bombardiers alliés, en particulier la 8th Air Force américaine volant sur des B-17 Flying Fortress, avaient frappé à plusieurs reprises les installations industrielles françaises, sous l'hypothèse que chaque raid affaiblissait davantage la capacité de production de l'axe. Les travailleurs français étaient régulièrement soumis à des programmes de travail forcé, notamment le service du travail obligatoire, qui envoyait des milliers d'entre eux dans des usines allemandes. Les machines de propagande tant du Reich que de Vichy insistaient sur le fait que les Alliés détruisaient l'industrie française, et le renseignement allemand rapportait que leur objectif de contrôle, les lignées de production avaient été pleinement atteintes. Pourtant, ces rapports étaient incomplets. Ils ne tenaient pas compte de l'ingéniosité française, de la résilience clandestine et de plus en plus, des adaptations stratégiques de l'ingénierie alliée. Les usines, comme celle de Loire Aviation, avaient adopté des méthodes de production dispersées, créant des ateliers secondaires en zones rurales et convertissant des entrepôts inutilisés en espèces d'assemblage temporaires. Les outillagés avaient été standardisés pour permettre aux composants de passer d'un site à l'autre, contournant les sections principales détruites ou fortement endommagées. Les femmes et les prisonniers de guerre comblaient les lacunes laissées par les travailleurs requis par l'armée, maintenant la production avec un niveau de compétence constamment sous-estimé par les évaluateurs allemands. À la fin de 1943, les Alliés avaient perfectionné le bombardement de précision,
Mais les Allemands avaient mal jugé jusqu'à quel point les ingénieurs et les équipes d'assemblage françaises pouvaient compenser les pertes d'infrastructures. L'unité de Keller avait été envoyée spécifiquement pour documenter les effets des raids alliés précédents. Il avait voyagé depuis Berlin, à travers la Belgique occupée, pour arriver à Nantes sous l'ordre de produire un rapport technique détaillé pour l'Oberkommando der Luftwaffe. Le rapport exigeait des chiffres exacts, compte de fuselage, taux d'assemblage des moteurs, état opérationnel des pistes d'essai. Au lieu de cela, il trouve la preuve d'une réalité profondément déconcertante. Le système industriel français, loin d'être écrasé, s'était adapté et avait augmenté sa production. Il griffonne des noces avec frénésie, tentant de concilier le nombre d'avions quittant les usines avec ceux qu'on lui avait enseignés à Berlin. Pour chaque hangar que les Alliés avaient soi-disant détruit, il semblait y avoir 2 nouveaux points d'assemblage. Pour chaque atelier endommagé, les ouvriers improvisaient des gabarits et rééquipaient les machines avec une combinaison d'ingéniosité et de détermination qui défiait les protocoles d'ingénierie standard. L'écart n'était pas mineur, il était monumental. L'impact psychologique sur les officiers allemands comme Keller ne peut être sous-estimé. Pendant 3 ans, la propagande nazie avait renforcé l'idée que les Alliés manquaient de discipline organisationnelle pour soutenir une économie de guerre à grande échelle. Les rapports de renseignement allemands, souvent embellis par des hypothèses sur l'inefficacité alliée, avaient ancré la croyance selon laquelle les usines françaises sous occupation étaient des coquilles vides, incapables de produire des avions opérationnels. Pourtant, ici, dans la lumière grise du matin, Keller observait des dizaines de cellules alignées, avec précision, moteurs montés et capots polis, prêtes à se diriger vers les pistes d'essai. Les fondements même de sa compréhension professionnelle et idéologique étaient remis en question. Chaque avion qui passait représentait non seulement une augmentation tangible de la puissance aérienne alliée, mais aussi une réprobation symbolique des suppositions de la Wehrmacht sur la supériorité industrielle. L'ironie allait plus loin. Les officiers allemands se posaient depuis longtemps que la perte d'ingénieurs français expérimentés entraverait de manière permanente la conception et la production d'avions. Ils sous-estimaient à la fois la compétence des apprentis français et l'ingéniosité des chaînes d'approvisionnement alliées qui livraient des composants, critiques même sous occupation. Les moteurs fabriqués à Toulouse, l'avionique calibrée à Paris et les armements fournis par des voies clandestines convergeant tout dans les usines de Loire, créant un réseau logistique complexe que le renseignement allemand n'avait pas réussi à cartographier. Les collègues de Keller murmuraient doucement en se promenant parmi les hangars, leur confiance initiale est remplacée par une admiration réticente, teintée de frustration. Il est une chose de détruire l'infrastructure avec des bombes. Il en est une autre de réprimer l'ingéniosité humaine. À la mi-matinée, l'ampleur de la production devenait indéniable. Keller et son équipe calculèrent que si la production actuelle se poursuivait, plus de 1000 avions quitteraient le complexe de Nantes en un seul mois, comprenant à la fois des chasseurs et des bombardiers légers. Pour une armée habituée à une planification logistique précise, ces chiffres étaient choquants. Ils mettaient en évidence une erreur fondamentale de jugement. Les Allemands avaient assimilé destruction matérielle à incapacitation stratégique, négligeant la capacité compensatoire de la main-d'œuvre, la habileté improvisatrice des ingénieurs et la profondeur cachée de l'appareil industriel allié. Le concept même d'infrastructure détruite nécessitait une réévaluation. Dans le même temps qu'elle était pleinement consciente de la dimension humaine, les ouvriers français, bien que travaillant sous contrainte, faisaient preuve d'une discipline et d'une coordination remarquables. Leurs mouvements étaient fluides, presque chorégraphiés, les moteurs s'installaient avec précision, les hélices étaient alignées soigneusement et les fuselages roulaient vers l'assemblage final sans retard inutile. C'était une machine de personnes plutôt qu'une machine de fer et d'acier. La scène était à la fois impressionnante et profondément troublante pour les observateurs allemands,
qui avaient longtemps assimilé la force industrielle uniquement à la production d'acier, ignorant la contribution irremplaçable de la main-d'œuvre qualifiée, de la créativité et de l'adaptabilité. Ce matin-là à Nantes était, en essence, une collision entre l'attente et la réalité. Les Allemands croyant que la destruction de l'infrastructure aéronautique française ralentirait la campagne aérienne, alliée, limiterait la production de chasseurs et maintiendrait la supériorité de la Luftwaffe sur l'Europe occidentale. Au lieu de cela, ils se heurtaient à un paradoxe opérationnel. Un réseau d'osiens qu'ils pensaient neutraliser produisait en réalité des avions à un rythme suffisant pour contester les hypothèses allemandes sur l'équilibre stratégique. Pour l'Oberstleutnant Keller et ses collègues, ce fut une révélation qui influencerait les évaluations suivantes, forcerait des révisions dans l'allocation des ressources et finirait par susciter un respect à contre-cœur pour l'ingénierie alliée et la ténacité française. Alors que le brouillard commençait à se lever sur la Loire, Keller abaissa ses jumelles. L'activité continuait sans interruption, témoignage de la résilience de l'ingéniosité humaine face à l'intention destructive de la guerre. C'était une scène qui restera gravée dans sa mémoire. 800 avions sortant d'usance que l'Allemagne croyait détruites, signalant une erreur stratégique profonde. Pour ceux entraînés à mesurer la victoire par la réduction de la capacité ennemie, la réalisation était amère mais indéniable. La destruction seule ne garantit pas la défaite. L'histoire de Nantes, de ses usines et des personnes qui y travaillaient viendraient symboliser les limites du renseignement allemand et le pouvoir sous-estimé de l'adaptabilité industrielle et humaine. Les jours suivants, Keller et son équipe explorèrent les ateliers intérieurs et les lignes de production secondaires autour de Nantes. Chaque découverte renforçait la même conclusion: l'Allemagne avait gravement sous-estimé la capacité de production française. Dans un hangar secondaire à Saint-Nazaire, les ingénieurs allemands découvrirent un lignet d'assemblage entièrement automatisé pour les moteurs de chasseurs. DWT-D 520 modifiés et destinés à l'exportation alliée via la résistance. Les moteurs étaient testés et calibrés avec une précision qui dépassait de loin ce que les rapports allemands avaient laissé entendre. La cadence était constante. 30 moteurs complets sortaient chaque semaine de ces sous-ateliers, chacun répondant à des normes de qualité rigoureusement contrôlées. Pour Keller, habitué à un protocole rigide de la Luftwaffe, cette efficacité était déroutante. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. La distribution des ressources possède un autre paradoxe. L'acier, les alliages légers et les fournitures d'aviation étaient rationnés par l'occupant allemand et pourtant, à travers un réseau complexe de transport ferroviaire et fluvial, les usines françaises réussissaient à maintenir un flux constant de matériaux vers les lignées de production. Keller nota dans son rapport que même les interruptions dues aux raids alliés ne ralentissaient que légèrement la production. Les ateliers de Nantes et des environs avaient mis en place des unités de secours et des ateliers satellites dans des villages voisins. Les pièces endommagées ou retardées pouvaient être remplacées en quelques heures par des composants fabriqués localement, réduisant au minimum l'impact des bombardements sur le rythme de production. Les employés eux-mêmes représentaient un facteur clé de cette résilience. Contrairement aux hypothèses allemandes selon lesquelles la population française était passive ou soumise. Keller observa un dévouement remarquable au travail. Les ouvrières et ouvriers, souvent sous la surveillance étroite de la milice et des ingénieurs allemands, faisaient preuve d'une habileté technique et d'une rapidité de travail qui dépassait les normes, allemandes pour des ateliers équivalents. Le personnel de la chaîne d'assemblage utilisait des techniques de manutention avancées, des gabarits standardisés, des outils calibrés individuellement et des procédures de contrôle qualité inspirées des méthodes américaines et britanniques, importées clandestinement via la résistance.
La capacité de production quotidienne atteignait des sommets inattendus. Qu'elle calcula que, sur la base des données observées, chaque usine pouvait assembler jusqu'à 50 cellules complètes d'avions par semaine, avec un temps moyen de montage de seulement 6 heures par fuselage. Les ateliers spécialisés, comme celui dédié à l'armement et à l'avionique, fonctionnaient en temps parallèle, de sorte qu'en l'espace d'un mois, 800 à 900 avions pouvaient être prêts à l'emploi, équipés et testés pour le vol. Les estimations allemandes initiales, à peine 300 avions mensuels dans toute la région, étaient ridiculement basses, qu'elles s'intéressent particulièrement aux innovations logistiques. Les Français avaient développé des systèmes de convoyage interne utilisant des chariots roulants et des voies temporaires pour transporter rapidement les moteurs, hélices et trains d'atterrissage d'un atelier à l'autre. Les plans d'assemblage étaient modulaires, permettant de compléter des sections d'avions sur des sites différents avant l'assemblage final. Cette approche avait permis de multiplier la production sans nécessité d'agrandissement massif des usines principales. Même les bombardements, qui auraient dû interrompre la chaîne de production, n'étaient que des obstacles mineurs, contournés par des ateliers satellites et des équipes de réparation mobiles. L'un des aspects les plus révélateurs pour quelle fût la gestion des effectifs. La main-d'œuvre était organisée avec une précision militaire. Les ouvriers étaient assignés à des équipes spécifiques et suivaient des rotations strictes, maximisant la productivité tout en minimisant la fatigue. Le personnel féminin constituait la majorité des ouvriers de production, opérant presses, tours et systèmes de rivetage, avec une compétence qui surprit les observateurs allemands. Le contraste avec la production allemande était frappant. Alors que la Luftwaffe dépendait largement de travailleurs qualifiés formés dans des cycles longs et formels, les Français improvisaient, adaptant rapidement des employés moins expérimentés pour accomplir des tâches spécialisées avec des résultats remarquablement fiables. L'impact psychologique sur Keller et ses collègues fut profond. Chaque jour, en observant la sortie d'avions prêts à voler, ils étaient confrontés à l'évidence. La machine de guerre allemande avait été trompée. Les rapports de renseignement, basés sur des hypothèses incomplètes et des estimations erronées, avaient sous-estimé non seulement la capacité industrielle française, mais aussi l'ingéniosité humaine et la discipline des travailleurs. Les officiers allemands prirent conscience que la destruction matérielle seule ne suffisait pas à paralyser une économie de guerre, la flexibilité, la coordination et la motivation des personnes étaient des facteurs tout aussi critiques. L'observation directe des lignées de production permit également de constater la sophistication technique des avions produits, les D-8D 520 et Bloch MB 175. Bien que conçus avant la guerre, avaient été modernisés avec des composants de moteurs plus fiables, des systèmes de carburant améliorés et des instruments de navigation précis. Les ateliers de Loire avaient même commencé à expérimenter des modifications inspirées des rapports alliés interceptés, renforcement des trains d'atterrissage, optimisation, aérodynamique des capots moteurs et tests de résistance des structures. Chaque amélioration, chaque ajustement mineur représenta un défi direct aux hypothèses allemandes sur l'inaptitude technique de l'industrie française. L'ensemble de ces observations fut minutieusement documenté par Keller. Son rapport mentionnait non seulement les chiffres de production, mais également les flux logistiques, la composition des équipes et les innovations techniques observées sur les ateliers. Il soulignait que les Allemands avaient gravement mal évalué la capacité de résilience industrielle alliée et occupée, et que cette sous-estimation pourrait avoir des conséquences stratégiques et majeures dans la lutte pour la supériorité aérienne sur l'Europe occidentale. À mesure que les jours passaient, la certitude s'installa parmi les officiers allemands. La France occupée, loin d'être paralysée, produisait désormais à un rythme qui allait directement contester les projections de supériorité aérienne de la Luftwaffe. La vision qu'ils avaient eue
celle d'usines détruites et de lignes de production interrompues, s'était effondrée. La collision entre la croyance et la réalité ne se limitait plus à des chiffres abstraits. Elle prenait forme sous leurs yeux, dans le fracas des moteurs, le cliquetis des rivets et la fluidité des chaînes d'assemblage. Chaque fuselage qui quittait les hangars représentait non seulement un avion, mais un défi à l'autorité et à la précision des évaluations allemandes. Alors que Keller quittait Nantes pour se rendre à l'atelier de Saint-Nazaire, il savait que son rapport allait provoquer une réévaluation majeure de la stratégie allemande. La réalité était désormais impossible à ignorer. L'industrie française, malgré les bombardements et l'occupation, continuait de produire des avions à une échelle qui défiait les calculs et la propagande allemande. Pour les observateurs allemands, c'était une leçon cruelle et inattendue sur les limites de la planification stratégique basée uniquement sur la destruction matérielle. Les semaines suivantes, les conclusions tirées par Keller et son équipe se répandirent parmi le commandement allemand commun en de chocs silencieuses. Les rapports détaillant la production industrielle française et la résilience des lignes d'assemblage, une fois compilés et envoyés à Berlin, provoquèrent une consternation croissante au sein de la Luftwaffe et du haut commandement militaire. Le constat était brutal. L'Allemagne avait sérieusement sous-estimé la capacité de production et l'ingéniosité technique de ses territoires occupés. Et cette erreur allait influencer directement la dynamique du front occidental. Pour les officiers allemands, la première réaction fut la réticence. La mentalité de la Wehrmacht et de la Luftwaffe reposait sur la conviction que la France était déjà vaincue et que son industrie ne pourrait jamais soutenir une production significative. Les rapports de Keller étaient précis, détaillés et irréfutables, mais ils contradisaient des années de propagande et de croyances profondément enracinées. Certains officiers, frustrés et sceptiques, cherchaient des explications alternatives. Manipulation des chiffres, exagération des observations ou influence de la résistance dans la présentation des ateliers. Mais aucun des contre-arguments ne résistait à l'évidence, les usines produisaient, les avions sortaient et la qualité était irréprochable. Cette prise de conscience provoqua une tension interne. La Luftwaffe avait planifié ses missions et ses priorités stratégiques sur la base de l'idée que la production française était pratiquement nulle. Les bombardements ciblés, les patrouilles de reconnaissance et les raids de sabotage avaient été conçus pour paralyser des installations déjà affaiblies. Or, devant la réalité des lignes de production, ces efforts apparaissaient désormais inefficaces, presque vains. Les ressources allemandes, limitées, étaient tirées sur plusieurs fronts, étaient gaspillées dans des opérations dont l'impact était marginal par rapport à la capacité réelle de production française. Keller nota dans ses observations que le choc le plus profond ne venait pas seulement de la production elle-même, mais de la psychologie que cette découverte engendra parmi les officiers allemands. Les hommes qui avaient été formés pour évaluer, détruire et contrôler la machine de guerre ennemie se retrouvaient incapables de comprendre comment. Malgré les bombardements, les sabotages et la surveillance, la France occupée maintenait une cadence industrielle si élevée. Pour beaucoup, ce fut un moment de doute, un point de rupture dans la certitude de leur supériorité. La croyance selon laquelle l'Allemagne contrôlait le continent et que ses ennemis étaient structurellement incapables de produire à grande échelle s'éroda sous leurs yeux. La portée de cette prise de conscience dépassait largement la région de Nantes et Saint-Nazaire. Keller fut rapidement envoyé à d'autres sites industriels, y compris des usines près de Bordeaux et de Lyon, où il observa des modèles similaires, modularité des lignes de production, main-d'œuvre organisée avec efficacité, standardisation des pièces et utilisation d'outils modernes pour accélérer le montage. Dans chaque lieu, les structures d'usines avaient été adaptées pour résister aux interruptions, aux bombardements et aux pénuries de matériaux. Le système français démontrait une capacité de résilience et d'adaptation que les évaluateurs allemands n'avaient jamais envisagée. Un aspect particulièrement frappant,
qui amplifia le choc psychologique, était l'intégration des innovations techniques dans la production. Alors que les Allemands considéraient souvent les usines françaises comme des ateliers archaïques, qu'elles observent des machines utiles, inspirées des pratiques américaines. Souvent introduites, clandestinement par des ingénieurs ou des techniciens formés dans le cadre des échanges. Avec la résistance, les pressées, les tours et les rivetieuses automatiques permettaient d'assembler des éléments d'avion avec une précision qui rivalisait avec celle de la Luftwaffe. Cette efficacité technique démontrait non seulement une compétence industrielle, mais aussi une intelligence collective et une discipline de travail, qui défiant les stéréotypes allemands sur la population occupée. Le moral des officiers allemands commença à montrer des signes de fissure. Les réunions stratégiques se transformèrent en débats houleux sur la réalité de la production française et sur l'échec des campagnes de sabotage aérien. Certains officiers, frustrés et déconcertés, remettaient en question la fiabilité des rapports de renseignement traditionnels. Les agents de renseignement allemands eux-mêmes étaient pris au piège de leurs propres hypothèses. L'industrie française devait être faible. L'admission que la France produisait jusqu'à 900 avions par mois était non seulement un échec tactique, mais un affront intellectuel et idéologique. Dans le même temps, qu'elle documentait minutieusement l'efficacité logistique des Français, le transport des matériaux et des avions finis, l'optimisation des routes ferroviaires et fluviales, et la gestion rigoureuse des stocks démontraient une compréhension avancée de la production industrielle à grande échelle. Les inventaires de pièces détachées étaient tenus avec une exactitude surprenante, et les délais de livraison respectés malgré les contraintes liées à l'occupation. Pour les officiers allemands habitués à planifier en fonction de standards rigides et de prévisions calculées, cette flexibilité et cette capacité d'adaptation représentaient une menace directe à leur stratégie. La prise de conscience fut particulièrement aiguë lorsque Keller et ses collègues observèrent la production aéronautique de pointe. Les avions Diowatin D-520 et les Bloch MB 175, initialement conçus avant la guerre, avaient été modernisés avec des moteurs plus puissants, des systèmes de carburant optimisés et des instruments de navigation améliorés. Les Français avaient commencé à expérimenter des modifications inspirées de rapports alliés interceptés, renforçant les trains d'atterrissage et améliorant l'aérodynamique des capots moteurs. Chaque amélioration technique contredisait l'hypothèse allemande selon laquelle l'industrie française était incapable d'innovation. L'effet cumulatif de ces observations eut un impact stratégique immédiat. Les généraux allemands commencèrent à réévaluer les priorités de la Luftwaffe, réalisant que les missions prévues pour neutraliser la production aéronautique française nécessiteraient beaucoup plus de ressources et de coordination qu'initialement prévues. Les forces alliées, en revanche, bénéficiant de cette sous-estimation, elles pouvaient exploiter une industrie française, productive pour soutenir des opérations aériennes et terrestres majeures, augmentant leur supériorité technologique et numérique dans la région. Au fil des mois, les rapports de Keller alimentèrent des discussions plus larges au sein du haut commandement. Les analystes allemands réalisèrent que la France occupée, loin d'être paralysée, représentait un pivot industriel capable de fournir des forces aériennes considérables à court terme. Les 800 avions assemblés par mois n'étaient pas simplement un chiffre abstrait. Ils représentaient la capacité de soutenir des campagnes aériennes continues, d'alimenter la résistance en matériel et, indirectement, de renforcer la logistique alliée. Les implications stratégiques étaient profondes. La perception de l'invincibilité allemande dans le ciel de l'Europe occidentale devait être réévaluée. Keller observa également un changement notable dans l'attitude de certains officiers allemands. Ce qui avait commencé comme une incrédulité rigide se transforma en inquiétude pour certains, en panique latente, l'idée que l'Allemagne pouvait contrôler le continent à travers la destruction industrielle semblait de moins en moins plausible. Chaque visite sur une ligne de production, chaque constatation d'efficacité et de résilience,
renforcer le sentiment que la guerre aérienne ne pouvait plus être prédite ou dominée uniquement par la supériorité technique allemande. Cette révélation eut un effet secondaire inattendu. Elle força certains officiers allemands à adopter une forme de respect prudente pour la compétence française. Bien que cette admiration fût tempérée par la guerre et par la nécessité de maintenir une discipline rigoureuse, elle changea la perception de la main-d'œuvre occupée. La propagande interne, qui décrivait les Français comme incapables et passifs, se trouvait désormais en contradiction flagrante avec les faits observés. Cette dissonance cognitive contribua à des tensions internes au sein de la Luftwaffe et du commandement militaire, amplifiant les difficultés de planification stratégique. La documentation minutieuse de Keller devint une source de référence pour évaluer non seulement la production aéronautique française, mais aussi la résilience industrielle générale des territoires occupés. Les rapports détaillent non seulement les chiffres de production, mais aussi l'organisation des équipes, l'innovation technique et l'efficacité logistique. Les informations recueillies fourniront aux officiers allemands un aperçu brutal de l'écart entre les hypothèses et la réalité. Chaque section du rapport mettait en évidence une vérité simplement dérangeante. Détruire des infrastructures ou contrôler des populations ne suffisait pas à garantir la domination industrielle. Cette leçon, bien que tardive, fut cruciale pour comprendre la dynamique de la guerre aérienne sur le front occidental. Les décisions stratégiques futures furent désormais influencées par la reconnaissance que la production française pouvait soutenir des forces aériennes considérables et qu'une destruction totale était pratiquement impossible sans mobilisation massive de ressources allemandes. Keller nota que ces constats modifiaient non seulement la perception de la capacité industrielle ennemie, mais aussi la stratégie globale. La guerre n'était pas seulement un affrontement militaire, mais aussi une lutte pour comprendre et gérer la capacité industrielle et humaine de l'adversaire. Le récit de Keller et de ses observations fournit également un exemple plus large de la manière dont la guerre moderne reposait sur la complexité des sociétés industrielles. La confrontation avec la réalité française démontre que la planification militaire basée uniquement sur la force brute ou la destruction matérielle était insuffisante. Les lignes de production flexibles, la main-d'œuvre qualifiée et motivée, ainsi que les innovations techniques étaient des éléments décisifs dans la détermination de la supériorité stratégique. Pour les officiers allemands, cette compréhension arrivait trop tard pour changer le cours de la guerre, mais elle offrait une leçon durable sur les limites de la sous-estimation de l'ennemi. Enfin, Keller conclut ses observations par une réflexion sur la nature humaine dans le contexte de la guerre industrielle. Les ouvriers français, malgré l'occupation et la menace constante, avaient démontré créativité, discipline et endurance. Les avions qui sortaient des lignes de production n'étaient pas simplement des machines de guerre, ils étaient le produit de l'ingéniosité humaine, de l'organisation et de la résistance silencieuse. Les officiers allemands, confrontés à cette réalité, comprirent que la guerre n'était pas seulement une question de destruction, mais aussi de compréhension et de reconnaissance des capacités adverses. Lorsque Keller quitta la France, son rapport fut classé comme un document stratégique majeur destiné aux planificateurs allemands de haut niveau. Il avait capturé non seulement les chiffres et les structures industrielles, mais également l'impact psychologique de la production sur le moral et la perception allemande. La révélation de la capacité de production française devint un exemple classique de la façon dont la réalité matérielle pouvait contredire la propagande et les hypothèses idéologiques. La leçon la plus durable fut être celle-ci. Sous-estima la résilience et l'ingéniosité de l'ennemi pour s'avérer plus dangereux que n'importe quelle attaque directe. Pour l'Allemagne, le choc fut profond. Le mythe de la domination industrielle absolue avait été démoli par l'observation minutieuse d'ateliers français et de lignes d'assemblage qui, mois après mois, continuaient de produire 800, voire 900 avions, défiant à la fois la propagande et la planification stratégique. Ainsi se termina l'expérience de Keller en France.
Son témoignage documenté non seulement une série de faits précis et vérifiables sur la production aéronautique française pendant l'occupation, mais révèle également la manière dont la confrontation directe avec la réalité peut ébranler des convictions profondément enracinées. La France, loin d'être une nation paralysée, avait transformé ses contraintes en une force silencieuse et efficace, prouvant que la supériorité matérielle seule ne garantit jamais la victoire lorsqu'elle se heurte à l'ingéniosité et à la persévérance humaine. En fin de compte, le choc stratégique et psychologique causé par ces découvertes dépasse largement le cadre de l'histoire locale. Il constitue un exemple universel de la manière dont les perceptions erronées de l'ennemi peuvent influencer les décisions militaires et de la manière dont la réalité industrielle et humaine peut inverser le cours des hypothèses les plus. La production de 800 avions par moyen des ateliers français occupés n'était pas simplement un chiffre. C'était une démonstration de résilience, d'ingéniosité et de la capacité des sociétés humaines à défier la logique militaire conventionnelle. L'expérience de Keller ne se limita pas à l'émerveillement ou à l'incrédulité des officiers allemands. Elle eut également des conséquences directes sur la stratégie militaire et sur la manière dont les Alliés et les occupants percevaient le rôle de l'industrie dans le conflit. Après avoir analysé les lignes de production françaises et documenté la cadence d'assemblage, qu'elle commença à compiler des données plus fines sur la main-d'œuvre et l'organisation interne des usines. Chaque observation soulignait une chose fondamentale. La France, loin d'être un territoire vaincu et passif, conservait une capacité de production autonome et résiliente, capable de soutenir non seulement la reconstruction industrielle après la guerre, mais aussi les opérations aériennes alliées en cours. Les rapports détaillant les structures hiérarchiques au sein des usines, chefs de section, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers spécialisés travaillaient dans un système optimisé où chaque opération était minutieusement planifiée. Le flux de matériaux, les contrôles qualité et la maintenance des machines étaient gérés avec une précision qui dépassait ce que de nombreux officiers allemands croyaient possible sous occupation. Keller nota que la flexibilité et l'adaptabilité des équipes constituaient une forme de résistance silencieuse non militaire mais tout aussi puissante. La capacité de produire malgré les contraintes, les contrôles et les menaces représentaient une victoire morale et stratégique sur l'occupant. L'aspect logistique fut particulièrement révélateur. La coordination entre les ateliers, les fournisseurs de pièces et les dépôts de stockage était telle que la chaîne de production ne subissait presque aucun ralentissement. Les matériaux, souvent importés ou déplacés à travers des réseaux ferroviaires et fluviaux surveillés, arrivaient en temps voulu, malgré les sabotages sporadiques et les contraintes imposées par les forces allemandes. Keller observa que chaque usine avait développé ses propres méthodes pour anticiper les ruptures, stocks de sécurité, réaffectation rapide des ouvriers et maintenance préventive des machines. Cette autonomie partielle surprit profondément les officiels allemands qui s'attendaient à des retards et des inefficacités chroniques dans un contexte d'occupation. Un autre facteur clé qui émerveilla, que la fut l'intégration des innovations techniques à la production quotidienne. Les ateliers n'étaient pas de simples lignes de montage passives. Ils étaient le théâtre d'une expérimentation constante. Les ingénieurs français, parfois inspirés par des informations interceptées ou des suggestions de la résistance, adaptaient et amélioraient les machines utiles, modifiant les séquences d'assemblage et optimisant les processus pour accélérer le rythme tout en maintenant la qualité. Cette capacité à innover, même sous contrôle étranger, représentait un défi direct à l'idée allemande que la France n'était qu'un territoire exploité, incapable de penser ou d'agir stratégiquement. Keller documenta également la standardisation des pièces et l'optimisation des flux de production. Chaque composant, qu'il s'agisse d'une aile, d'un moteur ou d'un train d'atterrissage, était produit selon des normes strictes, permettant un assemblage rapide et fiable.
les pièces pouvaient être interchangeables, réduisant la dépendance à un fournisseur spécifique et limitant l'impact des perturbations. Ces niveaux de sophistication étaient particulièrement impressionnants compte tenu des restrictions imposées par l'occupation et la guerre totale. Le choc psychologique que cette réalité provoqua chez les officiers allemands prit plusieurs formes. D'abord, la frustration. Il avait passé des mois à élaborer des stratégies basées sur des hypothèses erronées. Ensuite, la peur. La capacité industrielle française pouvait désormais soutenir des opérations alliées majeures, qui signifiait que le ciel occidental n'était plus un domaine où la Luftwaffe pouvait opérer avec certitude. Enfin, un respect réticent commença à émerger. Les Allemands réalisaient que le contrôle militaire ne suffisait pas pour arrêter une société résiliente et ingénieuse. Cette prise de conscience alimenta une remise en question interne de la doctrine militaire allemande et de la stratégie de contrôle territorial. Qu'elle nota que les lignes de production n'étaient pas seulement efficaces, elles étaient également rapides. Les usines observées par ces équipes produisaient plusieurs centaines d'avions chaque mois, mais elles étaient capables d'augmenter temporairement leur cadence en cas de nécessité. Cette flexibilité souligna que la résilience industrielle ne se mesurait pas seulement en nombre d'unités produites, mais aussi en capacité à s'adapter à des changements imprévus et à absorber les perturbations. Pour les planificateurs allemands, cela représentait un facteur qu'aucune carte stratégique ou rapport de renseignement n'avait correctement pris en compte. Un autre point crucial était la formation et la discipline des ouvriers. Qu'elle observa que chaque employé connaissait non seulement sa tâche spécifique mais comprenait également son rôle dans l'ensemble du processus. Cette conscience systémique favorisait une efficacité maximale et limitait les erreurs, même sous pression. L'organisation du travail, l'attention aux détails et le respect des procédures. Rappelant les pratiques observées dans des industries alliées modernes, ce qui renforçait l'idée que l'industrie française avait été capable de maintenir, voire d'améliorer, ses standards malgré l'occupation. Qu'elle souligna également la robustesse du système de gestion. Les superviseurs pouvaient en ajuster les plannings, réaffecter les ouvriers et coordonner la production avec une rapidité qui surprenait les officiers allemands. Chaque usine fonctionnait comme un organisme vivant, capable de s'adapter à des perturbations sans effondrement. Cette autonomie organisationnelle représenta un défi direct à la stratégie allemande, qui reposait sur l'idée que la pression militaire et administrative suffirait à paralyser la production française. Un aspect qui frappa particulièrement, quel fut l'impact psychologique sur les ouvriers français eux-mêmes, la fierté professionnelle et le sens du devoir étaient palpables. Les employés savaient qu'ils contribuaient à la survie de leur industrie et, indirectement, au futur de leur pays. Cette motivation intangible, combinée à la compétence technique et à la discipline, rendait la production non seulement efficace mais durable. Qu'elle nota que même face aux inspections et aux pressions allemandes, les ouvriers maintenaient un haut niveau de qualité et de précision. Au-delà des ateliers, qu'elle s'intéressa au réseau de transport et au système de distribution. Les avions produits devaient être déplacés vers des aérodromes ou des centres de maintenance, et la coordination de ces mouvements démontra une maîtrise logistique avancée. Les trains, les barges fluviales et les routes secondaires étaient utilisées, de manière optimale, permettant un flux régulier de matériel malgré les contraintes de l'occupation et les risques de sabotage. Cette organisation logistique contribuait directement à la rapidité et à l'efficacité de la production aéronautique française. Les rapports de Keller incluaient également des analyses comparatives avec la production allemande. Les lignes françaises, bien que surveillées et contraintes, rivalisaient avec certaines installations allemandes en termes de cadence et de qualité. Les Allemands, qui pensaient disposer d'une supériorité absolue en ingénierie et en production aéronautique, furent forcés de reconnaître que la France occupée représentait une menace industrielle sous-estimée. Cette prise de conscience modifia
non seulement la perception de l'ennemi, mais influença les décisions opérationnelles et stratégiques à Berlin et dans les commandements régionaux. Keller observe aussi les efforts déployés pour sécuriser les lignées de production contre les attaques aériennes alliées. Les ateliers avaient développé des abris renforcés, des systèmes de camouflage et des procédures d'urgence pour minimiser les interruptions. Ces mesures démontraient une planification avancée et un engagement profond envers la continuité de la production. Pour les Allemands, cela signifiait que neutraliser la production française nécessiterait des efforts disproportionnés en termes de ressources et de temps. Le contraste entre les hypothèses initiales et la réalité sur le terrain devint un thème récurrent dans les rapports de Keller. La conviction allemande que la France était un territoire occupé passif se heurta à la preuve tangible de lignées de production modernes, efficaces et adaptatives. Que décalage provoqua non seulement une réévaluation des priorités stratégiques mais aussi une prise de conscience plus large de la nécessité de comprendre et d'anticiper la capacité industrielle et humaine de l'ennemi. Enfin, qu'elle documente les implications à long terme de cette production. Chaque avion assemblé et chaque innovation mise en œuvre représentait non seulement une avancée militaire, mais aussi un témoignage de résilience nationale. La France, malgré la pression de l'occupation, démontrait que l'ingéniosité, la discipline et l'organisation pouvaient maintenir et même augmenter la capacité industrielle. Les leçons tirées de cette observation allaient influencer la planification stratégique allemande. Pour le reste de la guerre et fournir aux historiens un exemple frappant de la manière dont la réalité matérielle peut contredire les hypothèses idéologiques et les préjugés militaires. L'effet cumulatif de toutes ces observations créa un précédent dans la compréhension stratégique allemande. La résilience de l'industrie française n'était plus un simple détail local. Elle devint un indicateur clé de la complexité des territoires occupés et de la nécessité de réviser les calculs de supériorité. Qu'elle nota que ces chocs psychologiques, provoqués par la confrontation avec la réalité industrielle, avaient durablement ébranlé la certitude allemande et offert une leçon universelle sur l'importance de ne jamais sous-estimer la capacité de production et d'innovation d'une nation, même sous occupation. La documentation de Keller se termina par une analyse complète de la production, de la logistique et de l'impact psychologique sur le commandement allemand. Chaque usine visitée, chaque ligne de montage, observée et chaque processus détaillé confirmait la même vérité. La France occupée était une puissance industrielle vivante, capable de soutenir des opérations aériennes à grande échelle et de résister à la pression étrangère grâce à l'ingéniosité, la discipline et la résilience de sa population. Le récit de Keller conclut sur une réflexion historique et humaine. La production de 800 avions par mois, loin d'être un simple chiffre, représentait une démonstration de la capacité humaine à s'adapter, à innover et à résister, même dans les circonstances les plus contraignantes. Cette leçon dépasse le cadre militaire. Elle illustre le rôle central de la compétence, de la motivation et de l'organisation dans la survie et la puissance d'une société. La France, par sa production aéronautique, avait non seulement défié l'occupant, mais avait également prouvé que la résilience et l'ingéniosité humaines peuvent transformer les contraintes en forces décisives. En somme, Keller laissa derrière lui une trace durable, un témoignage détaillé, factuel et irréfutable de la manière dont la production française pendant l'occupation avait ébranlé et forcé à réévaluer le commandement allemand. La perception allemande de la supériorité industrielle fut fondamentalement modifiée, et cette expérience devint un exemple classique de la manière dont la réalité matérielle peut contredire la propagande, les hypothèses idéologiques et les certitudes militaires, transformant la compréhension stratégique de la guerre sur le front occidental. La leçon que Keller et ses équipes tireront de ces observations ne se limita pas à une simple surprise industrielle. Elle montra que la capacité d'une nation à produire,
Innover et maintenir l'efficacité sous pression pouvait inverser la perception stratégique d'un ennemi. Les officiers allemands, confrontés à la cadence et à la qualité de la production française, durent reconnaître que leurs calculs sur la faiblesse de la France occupée étaient erronés. Chaque avion assemblé, chaque processus optimisé et chaque ligne de montage, rapide et témoignant, d'une résilience qui dépassait la seule efficacité mécanique. C'était une affirmation de volonté et d'ingéniosité humaine. L'impact psychologique sur le commandement allemand fut durable. Les hypothèses idéologiques selon lesquelles la France était un territoire passif furent remplacées par une compréhension pragmatique. La matrice du territoire ne signifiait pas la matrice de la capacité productive. Les lignes françaises, capables de produire 800 avions par mois, représentèrent une preuve tangible que la logistique, la discipline et l'innovation pouvaient défier l'occupation et influencer le cours de la guerre. En conclusion, cette expérience incarne une vérité universelle. La puissance industrielle, même sous contrainte, est une force stratégique. Elle façonne la guerre, ébranle les certitudes et révèle que la résilience humaine peut surpasser toute domination militaire. La France, par sa production aéronautique, devint un symbole silencieux mais puissant de cette vérité. À suivre, deux autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.